Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, il est 17 heures. Eh bien, nous sommes ensemble pour parler d'une nouvelle thématique utile, voire indispensable à l'entrepreneur qui souhaite mettre en place une stratégie de croissance et mettre une dynamique de croissance dans son entreprise. Alors, avant de présenter l'invité du jour et la thématique du jour, eh bien, je vais vous demander de me confirmer dans le chat que tout fonctionne bien. Donc, est-ce que vous pouvez simplement marquer son OK, vidéo OK, ça c'est pour ceux qui nous suivent et qui nous rejoignent depuis Zoom. Donc, bonjour Eric, bonjour Claude. Pour ceux qui sont qui nous suivent sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Insta, soyez également les bienvenus. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire en dessous donc sur la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Et je vais essayer, moi, parcourir ces différentes plateformes en cours de présentation pour choper vos questions au vol et les relayer à notre intervenant du jour. Voilà, bonjour Eric. Alors, comme à chaque fois, on a la chance d'être entre nous, donc communauté croissance pour tous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions inutiles, bêtes, sottes, quoi que ce soit. Seules les réponses peuvent l'être. Donc la pression, elle n'est pas sur vous, elle est sur l'intervenant. Voilà. Et donc le but, c'est que vous ne quittiez pas cette masterclass sans avoir obtenu toutes les réponses à vos questions. Et je sais qu'aujourd'hui, on va parler donc de référencement naturel, de SEO. C'est un jargon, un terme technique qui peut faire peur à certains et qui très généralement est méconnu. Et donc, c'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas les tenants, les aboutissants de cette technique-là. Et donc, c'est tout à fait normal d'avoir plein de questions, des questions même basiques par rapport à ça, et surtout posez-les. Voilà, je veux vraiment vous mettre à l'aise par rapport à ça. Donc voilà, il est 17 heures passées de 2 minutes, 3 minutes maintenant. Eh bien, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous présenter donc l'intervenant du jour qui est Jean-Philippe Laborderie. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Voilà. Et Jean-Philippe, c'est un confrère puisqu'il fait partie du réseau WSI au même titre qu'Olivier ou que moi. Et donc, on se connaît comme ça depuis pas mal d'années. Et je vais peut-être te laisser te présenter. Avant ça, je voulais juste rappeler en fait pourquoi est-ce qu'on a on fait une nouvelle masterclass sur le référencement naturel, parce que c'est pas la première. Hein. Si vous allez voir dans l'historique des replays qui se trouvent sur la chaîne YouTube Croissance pour tous, vous verrez que il y a déjà eu par le passé plusieurs masterclass consacrées au sujet, mais c'est parce que c'est un sujet qui, d'une part, est inépuisable. En tout cas, il y a énormément de choses à dire, ça évolue tout le temps. Et puis, parmi les techniques qui sont à la disposition d'une entreprise pour générer du trafic et du trafic qualifié vers son business, donc sur les techniques que l'on peut utiliser pour attirer à soi des clients potentiels, eh bien, le référencement naturel est et reste une technique j'ai envie de dire, incontournable. Alors, il y a peut-être parfois moyen de faire sans, dans certains cas, mais en tout cas, dans la mise en place d'une stratégie marketing digital et d'une stratégie orientée croissance, eh bien, le référencement naturel reste une valeur sûre, mais qui a, je veux dire, ce désavantage-là d'être parfois un petit peu technique et un petit peu hermétique à pénétrer. Et donc, le challenge aujourd'hui pour Jean-Philippe, eh bien, c'est de démystifier tout ça et de nous rendre le référencement naturel moins hermétique et peut-être même sympathique. Voilà, je te passe la parole, Jean-Philippe. Voilà, donc surtout comme l'a dit Laurent, n'hésitez pas à poser vos questions. L'enjeu, ça reste un sujet assez complexe sur lequel je vais essayer de rester, de mettre des mots simples. L'idée, c'est de vous donner déjà de la matière, une méthode pour savoir par quel bout le prendre pour pouvoir commencer une stratégie de référencement naturel. Donc, on va dérouler ensemble le différent plan. Je dirais au prime abord, avant de démarrer tout ça, il faut savoir que tout ça s'inscrit dans une logique globale, digitale, qui est souvent la même appliquée à n'importe quel business, si je puis dire. Le faire connaître, le faire venir, le faire rester, le faire faire, le faire revenir. Le SEO, il va nous permettre de remplir les objectifs 1 et 2. Vous faire connaître votre entreprise et vos services,
et grâce à des bonnes positions, de faire venir des prospects ou des clients qui sont réellement intéressés par ce que vous proposez. Il y a une notion de ciblage qui est très important, c'est-à-dire que un bon SEO ramène un trafic qualifié qui doit vous permettre derrière de générer des affaires. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Une petite introduction rapide sur comment fonctionne le SEO et quelques statistiques, les facteurs clés d'un bon référencement naturel, une méthode pour la stratégie de contenu, quelques outils utiles et enfin des conseils spécifiques pour les petites structures, les artisans, les commerçants. Et on terminera par une phase de conclusions et questions-réponses si jamais vous en avez. Évidemment, pour les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas à nous recontacter via LinkedIn et poser vos questions. On y répondra de la même manière. Donc, on va démarrer. Alors, je dirais déjà en quoi consiste le référencement naturel. Ça consiste à optimiser un site web pour sortir du mieux possible sur les moteurs de recherche, donc Google, Bing, Ecosia, Quant, il y en a beaucoup, Yahoo, etc., sans payer au clic. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser le site Internet et vos contenus pour pouvoir sortir sur les mots-clés pertinents le plus haut possible dans les résultats de recherche. La vocation d'un moteur de recherche, c'est d'offrir instantanément à ses utilisateurs la réponse la plus pertinente avec la meilleure expérience derrière pour accéder à la réponse à votre question ou à votre recherche. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 55% en moyenne du trafic provient des moteurs de recherche. Donc on voit que c'est un canal qui est difficilement, dont on peut difficilement se passer dans une stratégie à moyen long terme. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a une requête agence SEO Val d'Europe, ce qui est ma localité. Le but, c'est d'arriver à ressortir le plus haut possible. Donc, vous voyez qu'ici, avec le trait jusqu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle la position 0. Et après, 1, 2, 3, etc. Plus vous allez être positionné haut, plus ça vous crédibilise et plus vous avez de chances de capter le prospect. Voilà ce qu'est la part aussi du trafic à janvier 2024. Donc, ça vous donne déjà un regard sur la domination de Google dans le monde, hein, sur la partie web. Vous voyez que Bing, à côté, est à peine à 7% de trafic, quand Google en trust 63%. Donc, on va dire que c'est quand même difficile à cette époque du web de se passer de Google et notamment du référencement naturel. Aujourd'hui, même si les lignes sont en train de bouger, ça reste encore très, très, très majoritairement Google qui fait la pluie et le beau temps au niveau moteur de recherche. Ensuite, comment fonctionnent les moteurs de recherche? On va dire qu'il y a trois grandes étapes. La première, ça va être que les moteurs de recherche ont des robots, ce qu'on appelle des spiders, qui vont, comme des araignées, qui vont aller découvrir les sites web et les pages de contenu qui le composent. Ces robots, ils vont accéder à vos pages par les différentes portes d'entrée qu'ils vont trouver sur le web. Donc, ça peut être des liens entrants, ça peut être des soumissions sur certains sites de diagnostic, ça peut être des outils d'analyse. Voilà, c'est dès lors que vous proposez une nouvelle page de contenu, avant qu'elle soit publiée sur Google, les moteurs vont aller regarder son contenu et sa pertinence pour vous positionner ou non. En fonction de cette exploration, ils vont choisir de vous indexer. Donc là, vous passez dans les résultats visibles du moteur associés à une requête ou plusieurs. Et la finalité, c'est qu'ils vont vous classer en fonction de la pertinence de votre réponse, si je puis dire, de la qualité de votre contenu, en fonction de la question posée. Bien évidemment, il y a une notion de concurrence, c'est-à-dire que Google ou le moteur de recherche va positionner tout en haut de sa page le site qui, pour lui,
va proposer la meilleure réponse avec la meilleure expérience pour l'utilisateur. C'est-à-dire que j'ai beau avoir une réponse très pertinente, si j'ai un site qui n'est pas optimisé pour les téléphones mobiles, si j'ai un site très très lent, ça va malheureusement contribuer à un déclassement. D'où l'idée d'avoir à la fois des contenus de qualité et également une technique, une structure suffisamment solide pour bien passer sur l'ensemble des supports et on va dire être approuvé par les moteurs de recherche. Il faut savoir que le référencement naturel, c'est comme une équation à 100x, sauf que Google n'a jamais dit, n'a jamais publié ces 100x. Donc, on doit, c'est à force de tests. Donc, moi, j'ai commencé le référencement il y a 20 ans, les mains dans le code, et c'est cette expérience qui fait qu'à chaque fois, grâce aux outils aussi du web qui sont à notre disposition pour faire nos analyses et des interprétations, c'est grâce à cela que ça nous permet d'avoir une pratique qui amène des résultats, puisque dans le temps, on n'est jugé que là-dessus. C'est-à-dire, la finalité, c'est d'obtenir des positions intéressantes qui vont contribuer au développement de votre entreprise. J'espère que je suis clair jusqu'ici. N'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas le cas et à demander des précisions. Les objectifs du référencement, alors il peut y en avoir plusieurs, mais la principale, c'est de vous faire sortir le plus haut possible dans les moteurs pour des requêtes associées à vos services ou à vos produits. La deuxième, c'est que des bonnes positions en référencement naturel rassurent l'audience. C'est-à-dire que si on ne peut vous trouver que par des liens payants ou les réseaux sociaux et que vous êtes totalement absent des moteurs de recherche, c'est pas bon signe. Parce que Google va par exemple, et les autres, hein, déclassent les sites malveillants, déclassent les sites qu'ils estiment frauduleux aussi, ou les entreprises qui peuvent aller et venir, etc., ne vont pas pouvoir se positionner de manière pérenne. Donc, une entreprise qui a des bonnes positions en référencement naturel, y compris sur sa marque, ça permet à l'audience d'être rassurée sur le fait que vous existez depuis longtemps, qu'il y a une vraie entreprise derrière le site web. Et c'est vraiment un élément prépondérant. Et je dirais le troisième, bah, c'est évidemment de convertir le trafic qualifié qui est généré par vos positions en demande de devis ou en vente, typiquement. Voilà, c'est vraiment très orienté commercial. Alors, on est dans le cas, là, encore une fois, d'entreprises qui ont des services à vendre ou à proposer, que ce soit en devis en B2C ou en B2B. Un site d'information, ça va être bah, de pouvoir relayer son information de la manière la plus visible possible et de générer le plus d'audience possible pour après monétiser cette audience et pourquoi pas vendre de la publicité ou ce genre de choses. Les avantages et les inconvénients du SEO. Je démarrerai par les inconvénients. C'est que le SEO, c'est un travail de fond qui nécessite, si possible, d'être fait dès le départ, d'être pensé dès le départ parce qu'il implique du travail en termes de technique et surtout du travail en termes de contenu. Donc, dès lors que vous commencez une action sur un mois 1, il ne faut pas espérer obtenir des résultats tangibles avant 6-9 mois. Voilà, donc il faut déjà tenir compte de ça. Celui qui vous dit demain, je vous positionne tout en haut, etc., il y a de grandes chances qu'il utilise d'autres méthodes, mais qui ne sont pas du référencement naturel déontologique, on va dire. Donc, bien intégrer cette notion il faut un délai de 6-9 mois, voire plus selon la concurrence, pour vous positionner. La concurrence en tant que telle sur les moteurs est assez faramineuse, puisque vous pouvez vous retrouver, si vous êtes dans un marché très public et très demandé, vous allez avoir pléthore de concurrents. Si vous vendez des tables basses, par exemple, bah, vous allez avoir tous les gros concurrents du web, enfin de la vie classique, si je puis dire, et il va falloir trouver de bonnes idées pour aller sur des axes qui vont vous permettre de sortir de ce gros lot de concurrence.
Le troisième point qui peut aussi faire peur, c'est que les moteurs de recherche mettent à jour leurs algorithmes de manière très, très fréquente. C'est ça un des gros sujets de notre côté, c'est de permettre à nos clients de suivre l'évolution des moteurs de recherche. Il y a à peu près 5 6 ans, par exemple, la version préférentielle de Google est devenue le site mobile, tout simplement au moment où le trafic sur les sites mobiles a dépassé le trafic sur les postes fixes, on va dire. Eh bien, cette modification de l'algorithme a nécessité un travail technique pour optimiser les sites sur les mobiles, notamment. Le quatrième point, c'est les pénalités éventuelles que vous pourriez prendre et qui sont très difficiles comment dire, à remonter par la suite. Mais vous prenez des pénalités quand vous n'utilisez pas des techniques, on va dire, propres. Un exemple de technique malpropre, ce serait de glisser des dizaines et des dizaines de mots-clés sur un fond blanc de votre site Internet où les mots-clés ne seraient pas visibles pour le visiteur, mais le seraient pour le moteur de recherche. Ça, c'est une technique pour flouer le moteur. Une fois que vous êtes découvert, là, il vous tape dessus, il fait tomber le nom de domaine tout en bas et vous êtes quasiment sûr de ne jamais remonter, ce qui implique de changer de nom de domaine et de revoir toute la stratégie. Nous, on permet justement on donne tous les conseils nécessaires pour n'appliquer que des méthodes qui sont dites white hat. Voilà, donc approuvées et déontologiques par les moteurs. Les avantages du référencement naturel, c'est la visibilité, comme on l'a vu, puisque c'est le canal de trafic principal. C'est aussi le pouvoir de faire venir des gens qui cherchent vraiment ce que vous proposez, donc de générer un trafic qualifié. La confiance et l'expertise que ça met en avant. En termes de stratégie marketing, c'est prépondérant maintenant dans les canaux à utiliser. Ça permet de faire des économies à long terme si on compare avec une stratégie avec du référencement payant comme le SEA par exemple. Donc c'est le système d'annonces payant de Google où là, à chaque clic sur vos annonces, vous allez être débité d'un, 2, 3, 4 euros, voire 10 selon les activités et qui du coup nécessite un rendement très très fort. Quand vous avez établi une bonne stratégie de référencement naturel, c'est comme un bateau amiral qui est lancé sur l'océan. Une fois qu'il est lancé, il y a de l'inertie. Si vous continuez vos actions de manière régulière et que vous restez qualitatif dans ce que vous fournissez comme information, vous allez pérenniser vos positions et n'aurez plus forcément à recourir à un professionnel pour vous aider là-dedans. En tous les cas, même en passant par un professionnel, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de faire du référencement payant. À moyen long terme, c'est toujours le référencement naturel le plus profitable. La génération de conversion aussi n'est pas négligeable. J'y reviendrai après pour vous expliquer comment justement on arrive à déclencher ces conversions. Ça vient du trafic, encore une fois. La pérennité aussi que ça permet d'afficher à vos clients potentiels, vos prospects potentiels, puisque si vous êtes positionné tout en haut, ça veut dire que vous êtes inscrit dans une stratégie depuis un moment et que vous êtes crédible. Le chiffre d'affaires potentiel, l'expérience utilisateur et le côté mesurable de toutes les actions. C'est-à-dire qu'on a des outils dont je vous parlerai un petit peu plus tard et dont certains sont gratuits qui vont vous permettre de voir exactement via quels mots-clés les gens sont rentrés sur votre site Internet. Et ce qui vous permet après de voir, de comparer en fonction de ce que vous avez à proposer comme valeur ajoutée, comme service ou comme produit, et de voir si le site répond bien à ces fameuses requêtes. Est-ce que j'ai été clair jusqu'à présent? Surtout, Oui, encore une fois, oui, c'est bon? Pas de alors, questions? mais si, il y a des premières questions qui sont posées, alors Oui. surtout là, via LinkedIn, mais je pense que tu vas aborder certains points, alors je préfère peut-être te laisser avancer dedans, et puis je te les relayerai, parce qu'il y avait des questions notamment par rapport au SEO, on-page, off-page, des choses comme ça sur Oui, le SEO, je pareil vais pour y venir.
Donc, je sais que tu vas aborder ces points-là, donc je les garde sous le coude si jamais tu n'apportes pas la Ça réponse. marche. Ça marche. Euh, Aujourd'hui, trois grands piliers du référencement naturel avec un quatrième, on va dire, qui commence à intervenir dedans, qui est l'aspect réseaux sociaux. Mais on va dire que les réseaux sociaux, c'est l'huile dans le moteur. Euh, Ces trois piliers aujourd'hui qui sont les mêmes depuis une vingtaine d'années, même si l'aspect popularité via les liens entrants est en ce moment un peu remis en question, nous, on reste, enfin clairement, ça reste un sujet aujourd'hui. Le premier gros pilier, c'est la technique, c'est-à-dire comment votre site a été conçu, sa structure. Par exemple, les sites très populaires aujourd'hui, type WordPress, sont des sites qui sont très bien optimisés au niveau de leur code pour les moteurs de recherche. Donc déjà, vous savez que si vous allez vers ce genre de solution, vous avez un socle technique qui vous permet par ailleurs d'obtenir des résultats. Le deuxième, qui est le plus important et restera toujours le plus important, c'est l'aspect contenu, l'aspect sémantique, c'est-à-dire comment vous allez écrire vos contenus, donner les informations pertinentes, quels mots-clés vous allez utiliser aussi, sachant qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes de mots-clés, de répétition de mots-clés, mais plutôt en termes de champ lexical. Et également, toute la partie sémantique va intervenir dans le cadre de ces fameuses balises méta, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui sont des éléments techniques dans lesquels vous allez rajouter des précisions avec des mots-clés typiques. Donc la balise méta, je reviens très brièvement dessus. Vous voyez, typiquement, c'est ça. Donc c'est à partir je reviendrai aussi un petit peu plus loin dessus, la balise méta, vous voyez la description qui est là et le title. Donc ça fait partie du côté sémantique. Et le troisième pilier, c'est la popularité, c'est-à-dire le nombre de liens qui pointent vers vous. Plus vous allez avoir de liens qui pointent, plus c'est un signal envoyé au moteur de recherche disant beaucoup d'autres sites mentionnent ce site web comme une référence dans son domaine, c'est qu'il est crédible dans son activité. Et du coup, intrinsèquement, je vais le remonter un peu plus haut qu'un autre qui n'aurait pas du tout de lien entrant, par exemple. Je précise tout de suite que il faut laisser, pour moi, une bonne stratégie de lien entrant, c'est une stratégie naturelle qui doit se faire. C'est-à-dire que ne pas payer des entreprises qui vont aller vous inscrire sur des annuaires ou qui vous proposent des packs de 50 liens par mois, etc. Ça ne marche jamais. Il vaut mieux générer peu de nouveaux liens, mais des liens qualitatifs. Voilà, c'est vraiment très important puisque c'est une histoire de vase communicant. S'il y a trop de ce qu'on appelle de fermes de liens, des annuaires qui sont très dénués de contenu mais qui pointent vers vous, ça a un effet à atténuer un peu votre réputation. En tous les cas, il faut laisser les choses faire naturellement. Maintenant, il peut y avoir des stratégies sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard. Donc la partie technique, ça va être, je l'ai résumé en trois points. D'abord, le côté vitesse du site, optimisation du code. On est dans un monde de plus en plus impatient. Autant derrière un poste fixe, je vais pouvoir attendre 4, 5, 6 secondes que ma page s'affiche. Autant sur un site mobile, si elle n'est pas affichée au bout d'une ou deux secondes, je vais m'en aller. Le moteur de recherche part de ce constat-là. C'est-à-dire que si votre site est trop long à charger, pour lui, il ne va pas proposer une expérience utilisateur satisfaisante au prospect, enfin à la personne qui a effectué sa requête. Et du coup, il va privilégier un autre site qui sera probablement mieux conçu à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est le caractère mobile first. Alors, ça a été communiqué officiellement ce mois-ci. Ça y est, Google a dit, terminé, maintenant, c'est que le mobile qui va servir de site référent. Jusqu'à présent, il utilisait aussi la version PC. Donc, surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, j'ai une version PC de 100 pages, je veux faire un site mobile de 10 pages qui va synthétiser les contenus. Là, vous vous plantez une épée dans le pied, une épine dans le pied, puisque en fait, vous allez enlever 90% des contenus qui seraient pertinents côté mobile. Donc, aujourd'hui,
il faut d'abord réfléchir en fonction du mobile, même si votre activité est, elle, une activité, par exemple, plutôt B2B, où vous vendez à des entreprises qui vont plutôt se connecter via des postes fixes, ça reste malgré tout le site mobile, le site de référence. Et je dirais le troisième point, c'est l'architecture du site. J'ai une question, Jean-Philippe, justement par rapport à l'aspect mobile. Oui. La personne pose la question suivante, c'est est-ce que finalement le SEO mobile est différent du SEO d'ordinateur? Est-ce que c'est Non, deux choses différentes? non, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les actions que vous allez faire sur votre site web vont s'appliquer à la fois sur le mobile et sur le poste fixe, si je puis dire. Donc il n'y a Dès pas deux lors que stratégies distinctes à mener de front, quoi. voilà, c'est un seul travail, mais il faut un site dit responsive. C'est-à-dire, ça, c'est un même site web qui va s'adapter aux différents supports. Vous n'avez qu'un seul code. Les balises méta que vous allez renseigner pour le mobile seront aussi renseignées pour le poste fixe. Voilà. Mais par exemple, les actions que vous allez devoir peut-être mesurer, c'est en termes d'affichage. Si vous prévoyez une version site pour les PC avec de très grandes bannières, de très grandes images, etc., vous savez que sur un PC, en termes d'affichage, ça ne va pas forcément être génial pour l'utilisateur. Et ça va prendre beaucoup de ressources aussi. Donc, vous allez pouvoir mettre des règles après qui vont faire que vous allez afficher ces images que sur le PC et pas sur le mobile. Voilà, mais sinon, dans 95% du travail, ce que vous appliquez d'un côté s'applique de l'autre. J'espère que j'ai été assez clair. Et mon troisième point sur l'architecture du site, je reviendrai un petit peu après derrière, c'est la manière dont vous avez structuré vos pages. De manière un peu, je fais un petit raccourci, mais on va dire que plus vous avez une arborescence précise, plus c'est catégorisé et explicite pour les moteurs de recherche, meilleur sera le travail des robots des moteurs pour aspirer tout votre contenu et bien associer les contenus à certaines requêtes, bien définir quel est le sujet le plus important de la page. Une fois qu'on est OK sur cette partie technique, il y a la partie optimisation des pages en tant que telle. Donc là, c'est comment je vais travailler ma page. L'optimisation des mots-clés. Dans un premier temps, ça nécessite évidemment une étude en termes de mots-clés. Il y a des outils que je vous communiquerai après qui vont vous permettre de voir en fonction de votre activité quels sont les mots-clés les plus recherchés. Donc, si vous êtes dans la prévention contre les incendies, que vous faites du désenfumage, que vous vendez des extincteurs, que vous faites de l'ouverture pour les ERP, les établissements recevant du public, eh ben, vous allez pouvoir, parmi tous les services que vous proposez, voir quels sont les mots-clés associés à ce que vous proposez. Un exemple typique, c'est que souvent, quand on parle d'automobile, les concessionnaires, eux, dans leur jargon, ils vont parler de véhicules ou d'automobiles. Donc souvent, ils vont publier des contenus avec ces terminologies, alors que le client final, lui, il cherche une voiture. Donc, c'est un exemple aussi de déformation que je vais avoir, de déformation professionnelle où j'ai mon jargon technique, moi, dans mon métier, mais qui n'est pas celui de la personne qui cherche ce que je propose. Et les outils nous permettent de voir ça. C'est hyper intéressant parce que c'est une démarche qui est pragmatique, on n'est pas au doigt mouillé. La deuxième chose, c'est l'optimisation des métadonnées. Ce que j'ai commencé à vous montrer tout à l'heure, c'est que toutes ces métadonnées, il faut s'imaginer qu'en fait, les moteurs de recherche sont sur une route. Si vous n'aviez pas de pancarte sur la route, vous ne sauriez jamais retrouver votre chemin. Les métadonnées, c'est exactement ça. Ce sont les pancartes pour les moteurs de recherche qui leur permettent d'accéder à telle ou telle page et de savoir quel est le contenu qui sera traité. Le troisième point, le contenu et les images. Il y a une notion importante, encore plus aujourd'hui où il y a une prolifération de contenu en tout genre et on a été un peu dans la décennie de produire du contenu pour produire du contenu. Il faut essayer de produire le contenu le plus qualitatif possible sur le fond. C'est-à-dire que si je raconte la même chose que ce que racontent tous les autres, je vais être presque considéré, je peux être considéré comme du contenu dupliqué si j'ai trop
si je me suis trop inspiré des autres, si j'ai trop aspiré de contenu qui vient d'autres sites. Il faut vraiment essayer d'être le plus pertinent possible sur ce que j'annonce, ne pas hésiter à donner des conseils, à donner de la valeur déjà pour vous crédibiliser et pour que les moteurs voient que vous êtes un vrai spécialiste dans votre domaine. Les images aussi sont importantes puisqu'elles vont permettre d'agrémenter le contenu, de l'illustrer avec des infographies, avec des choses comme ça qui elles-mêmes peuvent se référencer aussi. On parle, alors c'est moins important en B2B, mais par exemple pour un site marchand qui vend des baskets, la recherche par image est largement dominante par rapport à la recherche texte. Donc vous savez que si vous avez des produits en e-commerce à vendre, des robes, du textile, des baskets, ce genre de choses, l'optimisation des images est capitale puisque votre trafic va venir en très, je ne vais pas dire majoritairement, mais en termes de SEO en tout cas, vous aurez plus de trafic au niveau image que sur la partie contenu, quasiment. Aussi, un conseil qu'on donne aujourd'hui, la vidéo, dans la logique de YouTube, c'est la même maison que Google. YouTube héberge vos vidéos. C'est devenu un moteur de recherche à part entière aujourd'hui. On peut faire des vidéos de très grande qualité avec nos téléphones. Voilà, il y a 10 ans, il fallait un preneur de son, de la lumière, etc. Un monteur, ça coûtait 5000 euros. Aujourd'hui, en 30 secondes, je fais une vidéo où je peux donner quelque chose à ma communauté qui va amener une valeur et qui va me permettre aussi de référencer cette vidéo sur YouTube et sur Google par ricochet avec des mots-clés associés. Vraiment, aujourd'hui, la vidéo, c'est 80% du contenu en ligne et YouTube en France, c'est la quatrième chaîne. C'est TF1, M6, France Télévisions et après YouTube. Les générations du dessous passent un temps énorme sur YouTube, c'est plusieurs heures par jour. Donc vraiment ne pas négliger ça et en plus YouTube peut héberger vos vidéos gratuitement tout en les laissant visibles sur votre site web sans alourdir le code. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. C'est les liens, les passerelles que vous allez faire d'une page à l'autre. Si vous avez un article de blog qui va approfondir le sujet d'un service, eh bien vous allez relier les deux parce que les informations se complètent. Ça, les moteurs de recherche aiment beaucoup aussi quand on a des pages qui viennent relayer, compléter des informations entre elles. Et c'est bien aussi d'avoir plusieurs portes d'entrée vers d'autres pages de votre site web. Sachant que la bonne stratégie en termes de maillage, c'est que sur une page de 500 mots, il ne faut pas placer 50 liens qui vont partir vers d'autres pages. Il faut 2-3 liens dits contextuels, c'est-à-dire des liens qui vont être dans vos textes, d'accord, avec des mots-clés précis et qui vont renvoyer vers un complément d'information. Et éventuellement, en bas de page, vous pouvez citer vos sources ou des choses comme ça dans la source qui est dans votre site Internet, encore une fois. Donc, voilà pour la partie optimisation des pages. J'ai une question hein, par rapport à ce que tu viens de présenter. Tu as parlé notamment donc, de l'optimisation des contenus texte, images. Et j'ai une question de Benoît qui demande, mais c'est quoi finalement un bon classement SEO en termes de texte et d'image, donc en termes de ranking? Et c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Oui, c'est L'objectif, vrai que c'est quoi? j'aurais pu commencer C'est le par top ça. 10, c'est le top 3, c'est le top 1. Si on est dans le top Il, 10, il- c'est quoi? il faut viser de toute façon la première page, c'est-à-dire le top 10. Vous avez 10 résultats affichés par page. Alors, sachant qu'aujourd'hui, vous avez dû voir que sur Google, ça a changé. Maintenant, vous avez un scroll infini, en fait. Ouais, On raisonne encore par page 1, on va dire le top 10. Mais la 10e position, elle génère à peine 1% du trafic global de la page, quand le top 3 va générer plus de 60% du trafic, voire 70% même. Donc, le premier objectif, c'est de rentrer en page 1 parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez sentir l'impact sur le trafic et le business. Mais la finalité, c'est de monter le plus haut possible dans sa page. Une première position va truster à elle seule 30% du trafic de la page. Une position 2, 20%. Une position 3, 15%. Et ça ne fait que descendre. Position 4, vous allez être à peu près à 7-8%. Position 5, 4, 5%. Voilà. C'est bien évidemment, j'aurais dû commencer par ça. L'objectif, c'est viser le top 10. Une fois qu'on est dans le top 10, c'est monter côté podium. Mais le business, il se fait vraiment en page 1. Ok, super. Merci. OK?
Pour la partie backlink, je m'étends pas trop ici, on va dire, parce que je pourrais vous parler de SEO du matin au soir. Donc, j'essaie de vulgariser au maximum tout en restant le plus simple possible. Les backlinks, ce sont les liens qui pointent vers votre site. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Plus vous allez avoir de liens entrants vers votre site, meilleure sera votre réputation auprès des moteurs. Donc, nous, par exemple, une technique simple, c'est ça qu'il faut arriver à trouver comme stratégie de lien entrant, c'est que nous, étant donné qu'on construit des sites, eh bien, on est affiché en bas de page de tous les sites de nos clients, ce qui fait qu'on génère, on a plus d'1 million de liens qui pointent vers nous à travers toutes les pages, vu que ce lien est positionné dans le pied de page de tous les sites qui peuvent contenir eux-mêmes 1000, 2000, 5000 pages. Donc, in fine, ça permet d'étendre très, très largement notre réputation, notre popularité, on va dire, en termes de lien entre. Une technique aussi qui peut être pas mal, c'est que si vous êtes un acteur local, que je rejoins l'idée de la société qui fait de la prévention incendie, si vous êtes actif dans le 77, eh ben, il faut essayer de vous référencer auprès d'organismes eux aussi actifs dans le 77, d'éventuellement aussi demander à vos clients actuels de faire pointer des liens vers votre site à vous. Voilà, et voilà, d'essayer de trouver une démarche qui va vous permettre de gagner des liens de qualité pour éviter les liens qui viennent d'annuaires, de fermes, de ce qu'on appelle de fermes de liens, de sites pas qualitatifs. Mais le netlinking, la stratégie va être différente selon les activités. C'est pour ça que je ne peux pas trop m'étendre sur ce sujet-là maintenant, mais en tous les cas, ça doit être intégré. Le quatrième point que j'ai intégré aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Alors, en théorie, tout ce qui est publié côté réseaux sociaux n'a pas d'influence sur votre référencement naturel. Mais malgré tout, pour positionner votre marque, pour la recherche des marques, tous vos comptes aujourd'hui apparaissent dans les résultats de Google. Donc déjà, dans cette logique-là, le fait d'être présent sur LinkedIn, selon votre activité, encore une fois, Instagram, Facebook, éventuellement TikTok, ça va vous permettre de conforter votre visibilité sur Google à travers vos différents comptes. Ça permet aussi de faire découvrir la marque à différentes cibles potentielles qui pourraient revenir vous chercher après directement en allant sur un moteur de recherche. Et alors, même si Google a toujours dit qu'il n'intégrait pas dans son algorithme les liens générés par les réseaux sociaux, vu la multitude de liens in fine qui peuvent pointer vers vous et le trafic que ça génère, nous, on a la certitude que c'est cette huile dans les rouages. C'est vraiment un truc en plus parce que la logique aussi du référencement naturel, c'est le trafic appelle le trafic. Et les réseaux sociaux ont quand même ce pouvoir très fort de générer du trafic aussi sur les sites web grâce aux différents liens qui sont positionnés. Donc voilà pour ma deuxième partie, facteurs mots-clés. On a synthétisé ici, je ne vais pas tous les faire, mais grosso modo, voilà, vous avez 4 grandes familles. La partie on-site, donc ce qu'on a vu en termes de choix de mots-clés, rédaction de contenu, le balisage, les balistiques, description de maillage. Une partie robot, donc tout ça, ce n'est pas visible, c'est ce qu'on voit dans le code, les temps de chargement, le sitemap, donc le plan de site, ce genre de choses. L'UX, c'est tout ce qui touche à l'expérience utilisateur. Et la partie off-site, c'est justement tout ce qui se passe en dehors de votre site web. Donc voilà les 4 grands critères, on va dire, encore valables aujourd'hui, sachant que, encore une fois, la partie robot, souvent, elle est déjà comprise dans le socle WordPress, j'allais dire. Donc, vous, c'est surtout concentrer vos efforts sur la partie on-site, c'est le choix de vos mots-clés, bien rédiger les contenus et toute la partie balise. Ça vous permet d'avoir une vision un peu globale des autres différents engrenages du SEO. Ça va jusqu'à présent? C'est parfait. Alors, il y a plusieurs questions, mais tu viens déjà de répondre. En fait, c'était une question où Géraldine demandait c'est quoi la différence entre le SEO on-page et le SEO Ouais. off-page. C'est ce que tu as dit, on-site, off-site. Je pense qu'on parle de la même chose. Oui.
Donc, je reprécise, le on-site, c'est toutes les actions que vous allez faire dans votre site Internet, donc au niveau du code, des pages, mais ça se passe vraiment dans votre site. Et les actions off-site, c'est tout ce qui va se passer en dehors. Donc, ça peut être des blogs, des sites d'information, vos réseaux sociaux, voilà, c'est tout ce qui va se passer en dehors du site, des annuaires, d'autres partenariats. C'est comme ça qu'on définit la partie off-site. Et alors, j'inclus Enfin non, j'y reviendrai plus tard. J'allais dire, j'inclus aussi la partie off-site pure. Ça veut dire que le travail du Web to Store. Mais bon, c'est un autre sujet. Gardez en tête, on-site, c'est le contenu. Off-site, c'est ce qui se passe en ligne en dehors de votre site. Ensuite, la stratégie de contenu. Alors ça, c'est vraiment la brique capitale, une des plus importantes pour bien commencer le travail, c'est déjà de rechercher quels sont les mots-clés les plus pertinents pour mon activité. L'art d'un bon référencement naturel, c'est que vous pouvez tomber sur quelqu'un d'hyper technique qui va être très très bon pour optimiser votre site, etc. Mais je dirais la plus grosse difficulté, c'est de se mettre à la place du client. J'aime bien faire une analogie, ça se passe exactement dans la vraie vie. C'est-à-dire que plus vous allez être précis dans ce que vous allez demander, plus vous allez avoir de chances de vendre. Si vous rentrez dans une boutique de chaussures où vous dites à la vendeuse, je veux des chaussures, elle va vous poser des questions. Elle va vous demander quel modèle, quelle taille, etc., quelle couleur. Donc, ça va prendre un peu plus de temps et il va falloir qu'elle travaille un peu pour bien comprendre quelle est votre demande. Si vous rentrez dans la boutique en disant je veux des chaussures noires Adidas Air Force One en 43, vous savez que si elle voulait ça, vous les achetez. C'est exactement ce genre de trafic qu'on veut faire venir sur votre site. Je ne veux pas faire venir celui qui cherche des chaussures. Je veux faire venir celui qui cherche exactement ce qu'il veut aujourd'hui, puisque c'est lui qui sera prêt à acheter. Celui qui va taper chaussures de sport sur Google, il est encore trop ou Home Cinéma, par exemple, il est encore au début de sa recherche. S'il revient en tapant Home Cinéma, Dolby Surround, Philips, etc., je lui propose le produit, il y a de grandes chances qu'il achète chez moi. Donc, pour faire ce premier travail déjà d'analyse et de voir quels sont les mots-clés pertinents, il y a des outils comme le Keyword Planner de Google qui est gratuit, Ahrefs, SEMrush et People Ask, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est vraiment capital d'utiliser ce genre d'outils pour avoir un retour du marché, un retour pragmatique. Enfin, toujours une bonne chose d'étudier la concurrence, de voir eux comment ils se sont positionnés, comment ils ont rédigé leur contenu. C'est ce qu'on appelle le Rob and Duplicate. En anglais, je m'inspire et je réplique, mais en me différenciant, en essayant de faire mieux. En tous les cas, cette partie recherche de mots-clés, c'est la base du travail du bon référenceur. Pour illustrer ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 80% du business en ligne se fait sur des requêtes à 4, 5, 6 mots-clés. Parce que pour illustrer mon propos d'avant, si vous tapez juste gîte sur Google, bon, bah ok, vous allez déjà faire des efforts incroyables pour vous positionner sur gîte comme ça, sauf que la personne qui va venir ne sait pas encore exactement ce qu'elle veut. Gîte en Dordogne, c'est déjà un peu mieux, mais si vous arrivez à sortir pour louer un gîte de charme avec piscine en Dordogne, il tape cette requête, vous sortez, il y a de très grandes chances que vous ayez la réservation. Donc, il faut concevoir votre référencement de cette matière-là. Soit vous allez géolocaliser la demande si vous vendez des services, soit vous allez vous positionner, par exemple, on a un client qui vend des blouses, eh ben, on va se positionner sur veste, sur blouse blanche infirmière, Marseille, par exemple, sur ce genre de choses, ou blouse blanche infirmière originale pour sortir du gros lot de trafic blouse où dedans, bah, j'ai les bleus de travail, je n'ai pas forcément vraiment ce que je propose comme service à mes clients. Ça, c'est vraiment capital. En termes de création de contenu, importance de créer ce que je disais en entrée, importance de créer un contenu qui répond aux questions des utilisateurs, optimal pour les moteurs de recherche. Donc, répondre aux questions, encore une fois, vous pouvez avoir ces questions grâce aux outils qui sont proposés juste avant. La fréquence de publication est importante aussi, c'est-à-dire qu'un site statique, c'est un site mort.
c'est intéressant d'avoir un blog, une zone d'actu, justement, qui va vous permettre d'alimenter de manière assez régulière votre site en contenu frais. Que ce soit, par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, bah, sur des nouvelles normes. Si vous êtes dans la mode, ça va être des nouvelles tendances. Voilà, mais c'est aussi, d'une part, ça va venir nourrir votre site en référence, en contenu et du coup, nourrir votre référencement naturel, mais vous allez pouvoir aussi utiliser ce contenu pour le relayer sur vos réseaux sociaux et drainer un trafic également vers votre site web. Donc, c'est une manière intelligente de, d'optimiser l'utilisation de vos contenus. Je dirais le troisième point aussi, c'est d'essayer de ne pas avancer, de ne pas naviguer à vue et d'avoir un plan éditorial lissé sur 3 mois. Si vous êtes dans une activité saisonnière, par exemple de l'e-commerce dans les fleurs, vous allez avoir bah, la fête des mères, la fête des pères, toutes les occasions annuelles sur lesquelles il va falloir être très bon pour vous positionner et vous n'allez pas écrire les mêmes choses selon les périodes. Pour d'autres activités, il n'y a pas forcément de saisonnalité et là, c'est se donner un plan aussi pour avoir une méthode. De manière pure et dure, qu'est-ce que c'est un bon contenu optimisé? Déjà, il y a un minimum de mots. Aujourd'hui, on va dire que c'est, quand je dis on, certains disent 400, d'autres 500, d'autres 600, d'autres 800. On sait qu'il n'y a pas une page de Google, il n'y a pas une page sur Google qui est positionnée qui comporte moins de 600 mots. Donc déjà, il faut apporter cette densité de mots-clés. Quand on parle de 600 mots, c'est 600 mots en comptant la page de contenu, plus tous les onglets du site, le pied de page, etc. Donc, un article de 450 mots peut suffire si vous avez à peu près 150 mots qui gravitent autour. Hyper important aussi, c'est un seul sujet par page. Il n'y a que votre page d'accueil qui n'est pas dans cette règle-là. Google, lui, c'est ce qu'il veut. Il ne comprend pas si vous mélangez trop de choses. C'est-à-dire que si, par exemple, vous proposez 3 services et vous avez mis vos 3 services sur la même page, bah, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous aurez plus d'intérêt à découper ces services et à faire une page par service. Ça va vous donner beaucoup plus de chances de vous positionner correctement. En termes d'utilisation des mots-clés, pour vous donner aussi une norme sur une page d'à peu près 600 mots, ça va être entre 2 et 5 fois, sachant qu'il faut raisonner encore une fois champ lexical. Si je suis concessionnaire, je vais parler d'automobile, de véhicules, de voitures. Voilà, je vais essayer d'utiliser le jargon spécifique à mon domaine sans répéter de manière bête et méchante le même mot-clé. C'est vraiment comme ça. Aujourd'hui, il y a l'IA qui intervient, etc. Les moteurs de recherche font cette distinction. Le maillage interne, je reviens dessus, reste capital et le poids le plus léger de la page. Plus votre page va être légère, plus elle va s'afficher rapidement. Donc, veillez bien à, par exemple, ne pas intégrer une image que vous chargeriez sur votre site en 3000 pixels sur 2000, alors qu'elle est affichée in fine juste en 200 sur 300. Ça veut dire que vous la stockez dans un poids 10 fois plus lourd que son affichage, qui va du coup faire ramer l'affichage, qui va rallonger le temps, pour finalement la redimensionner dans une taille 10 fois plus petite. Dans ce cas-là, la bonne méthode, c'est d'intégrer directement l'image dans sa taille d'affichage. Il y a aussi des outils qui vous permettent, d'une part, de voir quelles sont les images les plus lourdes et d'autre part, de redimensionner après vos images s'il y avait besoin. Donc ça, vous pourrez télécharger la présentation pour bien vous pencher sur cet aspect-là. Je ne vais pas le détailler ligne par ligne, mais vous avez, encore une fois, en partant d'une requête, vous voyez ici comment on a rédigé notre article et comment on a utilisé la fameuse balise title et la fameuse balise description, ce qui nous a permis d'être en première position pour une requête très, très précise. Et vous avez ici les critères qui qui sont demandés par les moteurs. Voilà, donc critères en termes d'affichage, de nombre de caractères, 60 pour les titles et jusqu'à 160, on va dire, pour les descriptions. On vous a marqué aussi ici quelles étaient, alors ça peut faire peur comme ça, mais quelle était la page de contenu idéale. Il faut une URL qui soit relativement propre pour être, encore une fois, mémorisée par l'utilisateur et explicite
pour le moteur. Si vous avez des sites web avec des points d'interrogation, ce qu'on appelle des identifiants de session, ce genre de choses dedans, ça va être très compliqué pour le moteur d'associer un mot-clé à la page. Vous avez toute la partie HN, ce qu'on appelle les HN, c'est la hiérarchisation de vos titres, hyper important aussi. Donc, il y a un titre principal intégré à ma page, un sous-titre qui vient compléter celui-ci, éventuellement un autre sous-titre, une liste à puces, le lien de la suite, mon image avec une balise alt, un corps de texte suffisamment long. Voilà. Prenez le temps de relire tout ça et assurez-vous que vous avez bien suivi cette démarche. Si vous faites ça, vous vous donnez un maximum de chances de vous positionner. En termes de catégorisation, donc là, par exemple, je parle plus d'un site marchand. Voilà. Quand je parlais de structure, voilà à peu près ce qu'est la structure idéale, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très explicite, encore une fois, où mes produits sont bien rangés par catégorie. Faut voir ça un peu comme une bibliothèque. Plus votre bibliothèque est bien balisée, plus vous allez pouvoir trouver le livre qui vous intéresse de manière facile. Si tout est mélangé, pas dans l'ordre alphabétique, ce qu'on veut, bah, ça va considérablement pénaliser la recherche. Cette slide, alors ça, c'est plus pour vous montrer la tendance qui est de plus en plus actuelle et à venir. C'est ce côté démarche qu'on appelle SXO, c'est de mêler l'expérience utilisateur au SEO, au référencement naturel, pour pouvoir définir une stratégie de référencement. De plus en plus, l'expérience utilisateur, à cause des critères de vitesse, etc., rentre en compte dans le référencement naturel. Quelques outils pour vous aider dans votre travail. Dès lors que vous avez un site web, il faut de toute façon l'indexer à ce qu'on appelle la Search Console de Google. La Search Console, elle va vous donner votre trafic qui émane des moteurs de recherche et surtout le listing de tous les mots-clés qui génèrent le trafic. Donc, ça vous donne une vision vraiment très précise à l'instant T des progrès que vous avez à faire sur certains mots-clés plutôt que d'autres. En amont, vous avez le Keyword Planner de Google qui va vous permettre de trouver les mots-clés qui seront les plus pertinents en fonction de votre domaine d'activité. Et un outil dit People Ask, Answer de public, qui permet de voir quelles sont les questions les plus fréquemment posées autour d'un domaine d'activité. Donc, vous allez voir les comment trouver, quel est tout ce genre d'expressions qui vous permettent après vous de définir, par exemple, une stratégie de contenu de blogging, de blog et d'actu. En termes de technique, maintenant, des outils très utiles, la Search Console peut vous suffire à ce niveau-là. Après, vous allez rentrer là, que ce soit RMTech et Screaming Frog, sont des outils qui sont beaucoup plus techniques, sur lesquels vous aurez besoin très probablement d'un professionnel pour interpréter les résultats. Mais en tous les cas, selon votre niveau de compétence, vous pouvez après, si vous êtes un référenceur plus avancé, bien familier avec le sujet, vous pouvez aller vers ce genre d'outil. Un outil comme Screaming Frog va coûter 200 € par an. RMTech, c'est 2500 €. Donc voilà, nous, c'est clairement pas utile dans le démarrage pour vous. Il y a des structures comme les nôtres qui les utilisent. En termes d'analyse du trafic, vous allez avoir aussi GA4, donc, qui est l'outil de Google, qui est gratuit aussi, voilà, pour vous donner un retour sur le trafic de votre site web. Vous avez Matomo aussi, qui est un autre outil qui vous permet de vous affranchir des cookies. Ce que je veux dire, c'est que même en cas de refus des cookies, on va quand même pouvoir tracer la visite et obtenir des statistiques. Et ensuite, un outil comme SimilarWeb qui fait à peu près ce que fait Google Analytics. Donc, encore une fois, vous pouvez en essayer plusieurs, mais GA4 est très bien pour démarrer dans votre cas. Ça va jusqu'à présent? Alors, conseil. J'ai voulu finir par des choses très pratiques dédiées aux plus petites structures. Donc, je ne sais pas quelle est votre typologie. Ce qui est très important, c'est que dans le cadre du SEO local, vous avez un business dans une ville, dans une zone bien établie.
les citations locales, ce que je disais tout à l'heure, c'est très pertinent. Ça peut être d'être sur des annuaires, le site de la mairie, l'office de tourisme, ce genre de choses, des sites qui sont dans la même zone que vous, d'autres partenaires qui vont permettre de montrer au moteur que vous êtes quelqu'un d'implanté localement. La fiche Google My Business aussi, elle est indispensable. Indispensable parce que c'est devenu aujourd'hui un outil incroyable pour se guider, pour obtenir un itinéraire, pour avoir des avis, pour déjà avoir des renseignements sur l'entreprise et accéder au site web. C'est indispensable, c'est un outil gratuit. On vous conseille vraiment d'aller dessus dès que possible. Surtout ne pas négliger l'impact des avis. Vous voyez qu'aujourd'hui, si je ne connais pas un restaurant, je vais aller vers le restaurant qui aura les avis les plus positifs dans une ville dans laquelle je me trouve pour la première fois. Bon, les gens ont de plus en plus recours aux avis pour déclencher une demande. Ça les rassure. Donc, c'est important de stimuler vos clients puisque la norme, c'est que vous avez un client sur 10 satisfait qui va aller le dire spontanément quand vous en avez 9 sur 10 qui ne sont pas contents, qui vont venir pour vous taper dessus. C'est dans cette logique-là que c'est important de stimuler vos clients contents. Et ça peut être une enquête de satisfaction systématique après la réception d'un produit, après la livraison d'un service, après quelque chose comme ça. Il faut une démarche de stimulation des avis clients. Quelques idées aussi budget friendly. Je ne sais pas, bon, vous connaissez certainement ChatGPT, l'IA qui est en train d'arriver aujourd'hui de plus en plus. Il y avait Aujourd'hui, justement deux questions par rapport à ça, donc c'est bien que tu l'abordes et je te les relais comme ça tu peux les aborder. C'était est-ce que tu conseilles aujourd'hui d'utiliser ChatGPT pour de la production de contenu? Est-ce que c'est un outil voilà, que tu conseilles? Et puis il y avait une autre question sur le duplicate content ou le risque de contenu dupliqué avec ChatGPT. Donc comme ça tu peux peut-être. vous avez trouvé les points d'accroche. C'est-à-dire, l'IA, pour moi, elle est plus pertinente pour dégrossir un sujet. Trouver des sujets pertinents, ça va être suffisant. Faire rédiger du contenu SEO par l'IA, ce ne sera pas une bonne stratégie parce que, in fine, si tout le monde fait ça, tous les sites web vont se retrouver avec les mêmes contenus. Donc, tout le monde sera en contenu dupliqué, plus personne n'aura de valeur ajoutée. Donc, déjà, de manière purement technique, ça ne peut pas marcher dans le temps. Et après, attention à ChatGPT parce que testez-le sur vos compétences des sujets où vous êtes hyper pointu, vous verrez que son retour n'est pas toujours hyper précis, hyper qualitatif. C'est dangereux de tout faire rédiger sur l'IA. Euh, Vous pouvez l'utiliser comme une aide pour dégrossir un peu, mais après, il faut muscler ce contenu. Ça veut dire que c'est vous qui allez à rajouter toute la pertinence, métier, l'expérience, les anecdotes, le storytelling, ce genre de choses que l'IA ne va pas pouvoir vous ressortir. Mais en tous les cas, pour vous donner des termes pertinents, tendance, l'IA, c'est super. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps là-dessus. Pour la rédaction de contenu, ça doit être un assistant, vraiment, mais le contenu, dans la mesure du possible, doit continuer de sortir de votre tête. Ouais, c'est ça. En fait, ça permet surtout d'avoir un premier jet, un premier projet martyr. Et puis, comme tu le dis, après, il faut repasser dessus pour y apporter sa touche personnelle, son expertise et tout le storytelling dont tu parlais, quoi. Aujourd'hui, en plus, quand on est pro, on voit tout de suite le genre de Ouais. contenu qui a été rédigé par l'IA. Et je suis persuadé que les moteurs de recherche à part entière ne seront pas hyper fans d'un contenu qui soit intégralement rédigé par l'IA parce que ça enlève la pertinence humaine, ça enlève la nuance, ça enlève plein de choses. Donc, comme assistant, oui, mais il ne faut pas se reposer dessus à 100%. Toujours dans la liste des idées à fort potentiel, la vidéo, vraiment. Les vidéos, les portables, aujourd'hui, sont surpuissants. Ça fait des choses très, très bien. On est dans une logique de content snacking, c'est-à-dire que les gens aiment bien regarder des vidéos de 15 secondes, 30 secondes. Donc, un petit tuto pour présenter un produit, comment j'installe tel ou tel récupérateur d'eau, tel ou tel je sais pas, outil sur mon vélo, une interview de collaborateur qui va présenter son métier, une présentation d'un produit ou d'un service, tout ça, c'est hyper qualitatif. Il faut savoir que vous avez 65% des gens qui vont acheter un produit qui sont d'abord allés voir une vidéo sur le web de l'outil en question. Donc, à la fois, ça va nourrir votre référencement et en plus, c'est un déclencheur
de trafic et de conversion. Les avis clients, hein, Ouais, oui. je te coupe par rapport aux vidéos. J'ai une question là de François sur LinkedIn par rapport aux vidéos. Qu'est-ce qu'on optimise au niveau, enfin, dans une vidéo pour être trouvé dans les moteurs de recherche? Alors, l'optimisation de la vidéo, ça va plus être ce que vous allez faire sur YouTube pour associer le bon titre, la bonne description. Donc, il faut un titre qui soit pertinent directement en lien avec le sujet que vous traitez et très précis. Il faut une description dans laquelle vous allez introduire le sujet, éventuellement deux, trois liens qui vont pointer vers des pages de votre site où je vais avoir un complément d'information. Après, ce qu'il faut aussi, c'est que votre vidéo, dans 60% des cas, elles sont lues sans le son. Donc, il faut une petite légende qui va accompagner pour que je puisse la lire dans les transports en commun, ce genre de choses, sans gêner les autres à côté. Et 30 secondes. Voilà, plutôt un format relativement court, je dirais, aujourd'hui. Une vidéo de 30 secondes va avoir, en référencement naturel, va avoir le même poids qu'une vidéo de 10 minutes. Donc, je dirais, vos critères, c'est surtout titre, description, quelques liens vers votre page aussi. Et en dernier point, je dirais que faire état des supports à disposition. Souvent, on a des dossiers de presse, des études de cas, des plaquettes qui dorment dans les bureaux. Ça peut aussi être des choses qui vont venir nourrir votre site web avec des contenus déjà existants sur lesquels vous n'allez pas passer des heures et des heures à plancher. Donc, ça peut être bien de faire un petit peu état de toutes ces choses-là également. Donc voilà pour quelques idées. J'ai essayé d'être assez synthétique. Traiter un sujet comme ça en 1 heure, c'est vraiment difficile. On peut l'approfondir. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. En conclusion, je dirais que même si aujourd'hui, il y a l'IA qui est en train de rebattre les cartes, puisque Google s'est jamais fait autant bouger, pour nous, en tant qu'experts, le SEO sera jamais mort parce que si vous tuez le référencement naturel, vous tuez tous les programmes payants type Google Ads qui sont les revenus numéro 1 de tous les moteurs de recherche. Donc Google génère des milliards avec ça. Donc je ne vois pas comment il pourrait faire en sorte de tuer le référencement naturel. Et pour moi, le contenu, même si après les résultats vont être affichés différemment, c'est-à-dire que quand vous interrogez une Google Home, elle va vous sortir un seul résultat. Si vous interrogez ChatGPT, il peut vous sortir 5-6 résultats et pas forcément les sources, il faudra les lui demander. Mais en tous les cas, ce sera toujours le contenu qui sera à la base des résultats affichés. Et la dernière chose, je dirais que voilà, c'est en pleine évolution. En 2025, il va y avoir encore des choses qui vont bouger. Donc, en 20 ans, on n'a jamais été dans cette période où les cartes étaient autant rebattues, mais on a la certitude qu'en tous les cas, le nerf de la guerre, ça reste le contenu. Et le contenu sera toujours la chose qui vous permettra de pérenniser votre présence dans le temps si vous restez régulier et qualitatif dans sa construction. On a Bien. aussi, vous pourrez regarder à tête reposée, on a fait une offre dédiée, si, évidemment avec un prix préférentiel à quasiment 50%, si vous aviez besoin d'une brique d'audit à date pour des sites de 30 pages, 100 pages, 500 pages, 2000 pages. On vous audite les critères majeurs, donc il y en a à peu près 25. Derrière, c'est une réunion avec vous pour débriefer avec un document de travail qui vous permet d'avancer dans le temps et de savoir quoi faire. Et on est à votre disposition par la suite Ouais. si vous avez C'est besoin. important, hein, peut-être, Jean-Philippe, de remontrer cette page-là et de dire, en tout cas pour ceux qui sont dans le programme Croissance pour tous, mais surtout, n'hésitez pas, si à un moment, le référencement naturel fait partie des chantiers que vous avez identifiés comme étant prioritaires par rapport à la mise en place de votre stratégie de croissance, je pense que le point de départ, pour ceux en tout cas qui ont déjà un site existant, c'est de pouvoir avoir justement un état de la situation aujourd'hui, comment est-ce que votre site performe par rapport à sa capacité à se positionner correctement dans les premiers résultats Google. Et le but de l'offre qui est présentée par Jean-Philippe, c'est justement de vous permettre d'avoir la réponse à cette question à un tarif qui est ultra concurrentiel. Voilà, parce que je vous challenge de trouver des offres aussi abouties à ces tarifs-là. Donc c'est Et si vraiment vous voulez une offre approfondir, spéciale, quoi. on pourra vous montrer des choses, c'est-à-dire de quoi se constitue l'audit, clairement. S'il y a besoin de voir des choses, c'est sans problème, on peut vous envoyer des exemples. Mais en tous les cas, c'est le point Ouais. de départ, avoir une photo à l'instant T qui définit le travail et les priorités par la suite. J'espère que j'ai été clair.
N'hésitez pas, pour toutes les personnes en replay, à nous recontacter, à poser des questions, même a posteriori, on y répondra. Et merci à Laurent de m'avoir invité à cette masterclass. Mais c'est moi qui te remercie vraiment déjà pour la clarté des informations parce que c'est un vrai challenge. Parler du SEO à des gens qui ne sont pas des marketeurs, en sachant que c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement complexe, extrêmement technique, c'est vraiment un challenge et je pense que tu l'as relevé brillamment. Et donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus, eh bien n'hésitez pas. Là, Jean-Philippe vous partage et nous partage ses coordonnées. Donc c'est 20 ans d'expertise dans le SEO. Et le SEO, mais bien, c'est un des canaux d'acquisition stratégique par rapport au modèle d'activation de croissance que je partage dans Croissance pour tous. La première étape, c'est l'acquisition. Le SEO est une des techniques digitales incontournable. Voilà. Si vous avez des questions, surtout contactez Jean-Philippe. Si vous souhaitez profiter de l'offre, contactez Jean-Philippe ou revenez vers moi, revenez vers Olivier et on vous mettra en contact avec Jean-Philippe. Euh, voilà. Et pour le reste, pour ma part, je te remercie vraiment, hein, Jean-Philippe, pour le temps et puis toute Je l'expertise t'en que prie. tu as bien voulu nous partager. Je vous remercie aussi, vous tous, d'être présents, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui verront le replay, tous ceux qui sont les habitués de Zoom. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass où ce sera Olivier qui sera de retour et qui accueillera dans la masterclass une experte dans l'art de pitcher correctement son offre commerciale. Et ce sera donc avec Corinne Lagnès et Olivier Alossio. Voilà, comment maîtriser l'art du pitch pour convaincre en moins de 2 minutes. Ce sera mardi prochain. Et puis pour le reste, comme à chaque fois, vous pouvez retrouver le replay de cette masterclass-ci et puis tous les replays précédents directement sur la chaîne Croissance pour tous. Voilà. Merci à tous. Belle fin de journée. Bonne semaine à vous. Et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.